Je suis Anne Gallagher, je suis la présidente du jury pour la thèse d'Olivier Girard, qui va nous parler, Girard Joyal, pardon, qui va nous parler aujourd'hui de son travail doctoral. Parmi nous ici, il y a comme un ordre qu'il faut que je présente. Donc, on a le jury externe, le docteur Pierre-Luc Deschantal de l'UQAM, du département de psychologie. Ensuite, Dr Hélène de Guise, qui est professeure ici au département de psychologie à l'Université de Montréal. Nous avons la représentante du doyen Isabelle Reynaud, pardon, du département de cinéma. Exact. Département d'histoire de l'art et cinéma. Donc ici à l'Université de Montréal. Et le directeur de thèse, Bruno Gauthier, qui est aussi ici au département de psychologie à l'Université de Montréal. Donc pour le fonctionnement, d'abord on va avoir une présentation de votre part de vos travaux de thèse. Par la suite, on va faire une période de questions avec le jury. Donc on va commencer dans l'ordre dans lequel j'ai présenté les gens, je pense. Donc toi. Oui, donc ça va être. Parle pas. Moi, je suis ici pour voir si tout se passe bien. C'est ça. Oui, en fait, c'est pour s'assurer qu'on suive bien les règles et que je fasse ce qu'il faut, que je dise ce qu'il faut. Donc, on va avoir Dr Deschantal, Dr Deguise, Bruno. Ça dépend. OK, ça peut être moi. Dr Gauthier. Si vous avez une question, vous pouvez, c'est pas nécessaire, c'est vraiment comme vous le sentez. Puis on peut refaire un deuxième tour, un troisième à vos besoins. Par la suite, il y a des questions d'auditoire si vous avez des questions. Ensuite de ça, nous, on va délibérer. S'il y a beaucoup de questions, vous pouvez continuer les questions pendant qu'on délibère. Puis ensuite, on revient vers vous avec les conclusions. Donc, si ça vous convient, vous pouvez commencer. Parfait. Bonjour tout le monde. Je vais vous parler de ma thèse, la créativité dans le trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Un lien à élucider en recherche et en clinique. Donc, ce que j'ai préparé pour vous aujourd'hui, d'abord, on va mettre la table en parlant de ce que c'est la créativité et quels sont ses corrélats neurocognitifs. Ensuite, je vais vous parler de la mesure de la créativité dans le TDAH et je vais vous parler de mon article 1 qui porte là-dessus. Ensuite, on va parler des défis associés à la mesure de la créativité et je vais vous parler de mon deuxième article de thèse qui porte là-dessus. Et finalement, on va parler des contributions théoriques, cliniques, des articles et des futurs. Donc, pour commencer, qu'est-ce que la créativité? Une définition simple, c'est l'action de produire quelque chose qui est à la fois nouveau et utile, mais il y a d'autres termes synonymes qui sont aussi utilisés dans la littérature. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces termes-là sont subjectifs, sont relatifs à la perception d'un groupe défini à une époque donnée. Pour illustrer ça, j'aime utiliser l'exemple des Demoiselles d'Avignon, qui est un tableau qui a été peint par Picasso en 1900. Ce qui est intéressant du tableau, c'est qu'on voit différentes perspectives qui sont réunies sur un même plan, comme si elles avaient été aplaties. C'était très nouveau pour l'époque. À sa parution, le tableau avait été jugé de très mauvais goût, mais beaucoup plus tard, les experts du domaine ont finalement réalisé que c'était une œuvre fondamentale qui changeait l'histoire de l'art parce que c'était le début du cubisme. Et là, plus récemment, aujourd'hui, on convient de plus en plus que Picasso était inspiré par l'art africain. Quand il a peint les Demoiselles d'Avignon, on voit même les personnages portent même des masques africains. Donc, on est en train de remettre en question la part d'originalité de Picasso dans le cubisme. Donc, ce que je veux illustrer ici, c'est que la créativité, c'est quelque chose qui est toujours en mouvement, ça se transforme, ça se change. C'est très difficile à étudier, mais c'est aussi ce qui rend ça aussi fascinant à étudier. Qui peut être créatif à part Picasso? Initialement, ça avait une connotation religieuse, la créativité, seulement Dieu était capable de créativité. Puis on a pensé que des personnes bien spéciales, comme des génies, comme Léonard de Vinci, pouvaient être créatifs. Et c'est pas avant les années 50 que Joy Paul Guilford, qui était président de l'APA, a amené l'idée que finalement, pas mal tout le monde pouvait être créatif. Et il s'est servi de sa plateforme de président pour encourager les psychologues à s'intéresser à la créativité, à l'étudier. Et c'est aussi dans les années 50 qu'il y avait la guerre froide, c'était le début de la course vers l'espace.
Donc, on avait besoin d'identifier les personnes créatives et pour faire ça, il fallait élargir notre conception de la créativité. Mais c'est pas parce que tout le monde peut être créatif que tout le monde est créatif de la même façon, de façon équivalente. Il y a un continuum de la créativité. À l'extrémité, on a Minicé, qui est une forme personnelle de créativité. C'est être capable de créer quelque chose qui est personnellement nouveau et significatif pour soi-même. Par exemple, si je fais un dessin, puis moi je le trouve joli, puis il est significatif pour moi, ben ça c'est de la créativité de niveau petit C, de niveau mini C. Si je vous montre le dessin maintenant, puis que vous aussi vous le trouvez original, vous le trouvez significatif, là c'est de la créativité de niveau petit C. Si des experts du domaine partagent aussi cette opinion-là, c'est de la créativité de niveau pro C. Et puis les idées de niveau grand C, c'est des idées qui changent le monde, qui ont un impact social, durable. C'est les demoiselles d'Avignon, par exemple. Évidemment, ce n'est pas tous les jours qu'on a des idées de cet ordre-là. Habituellement, on se retrouve à l'autre côté du continuum. Mais ce qui est intéressant, c'est que derrière chaque niveau de créativité, c'est les mêmes processus cognitifs. Et ces processus cognitifs-là, dans la littérature, sont souvent décrits comme étant la pensée divergente et la pensée convergente. La pensée divergente, c'est la capacité de produire plusieurs solutions différentes à un problème donné. Il y a différentes dimensions à la pensée divergente, la fluence, l'originalité, la flexibilité, l'élaboration. Donc, en d'autres mots, c'est être capable de créer, de produire plusieurs idées qui sont rares, qui sont différentes les unes des autres et qui sont aussi élaborées, qui sont détaillées. La pensée convergente, elle, c'est plutôt être capable de trouver la bonne solution à un problème donné. Ça implique un processus réflexif plus raffiné. Ça peut aussi être unir deux concepts abstraits ensemble. Comme par exemple, on a une publicité de McDonald's ici qui annonçait que le Wi-Fi est arrivé dans leur restaurant. Et pour faire ça, ben, ils ont fait converger ensemble, ils ont uni deux concepts abstraits, leurs frites et le logo du Wi-Fi. Le processus créatif reposerait sur ces deux modes de pensée-là, si on veut. Et c'est une alternance entre les deux qui est nécessaire pour créer des nouvelles idées. On a besoin d'une phase de brainstorm où est-ce qu'on crée des idées sans retenue. Mais on a aussi besoin d'une phase de raffinement de la pensée où est-ce qu'on raffine ces idées-là puis on vérifie si elles peuvent vraiment être mises en place réalistement. Au niveau cognitif, au niveau neuronal, pardon, on retrouve aussi cette alternance de mouvements d'expansion puis de raffinement de la pensée. Le processus créatif repose sur plusieurs grands réseaux neuronaux, dont le réseau du mode par défaut et le réseau exécutif central. Le réseau du mode par défaut, c'est un réseau qui est associé à la distraction et s'active quand on n'est pas en train de faire une tâche, c'est quand on est dans la lune finalement. Et le réseau exécutif central, lui, s'active quand on fait une tâche. C'est un réseau qui supporte les fonctions exécutives, l'inhibition, la flexibilité, la mémoire de travail. Et ces deux réseaux-là sont antagonistes, donc quand un s'active, l'autre se désactive. Puis cette alternance-là peut être décrite en termes de processus automatiques et de processus contrôlés. Dans la créativité, les processus automatiques, donc davantage de distraction, moins de contrôle inhibiteur, permet l'association d'idées. Puis ensuite, les processus contrôlés, donc des mécanismes exécutifs plus forts, permettent de venir raffiner ces idées-là, si on veut. Aussi de faire en sorte que les idées qui ne sont pas importantes, qui ne sont pas utiles, soient ignorées. Et parce que la pensée divergente repose sur une expansion de la pensée, sur le fait d'avoir plusieurs idées, on dit qu'elle est plus supportée par les processus automatiques. Et puisque la pensée convergente, elle, nécessite plus une réflexion aboutie, ben, elle repose plus sur les processus contrôlés. Et puisque dans la créativité, on a besoin d'une faible inhibition de la distraction, d'une tendance à la rêverie, ben, on fait des parallèles entre la créativité et différentes pathologies depuis des centaines d'années. C'est un peu la vieille image du savant fou. Et à notre époque, un trouble dans lequel on suspecte souvent une grande créativité, c'est probablement celui du TDAH. Le TDAH, c'est un trouble qui affecte 5 à 9% des enfants, des ados, 3 à 5% des adultes. L'étiologie la plus probable, c'est des altérations au niveau de
différents circuits neuronaux, mais qui concernent surtout la région frontale du cerveau, qui chapeautent les fonctions exécutives, donc ça engendre des déficits de l'inhibition, qui eux vont qui vont donner lieu à de l'inattention, de l'hyperactivité, puis de l'impulsivité. Puis, puisque le trouble du TDAH est très hétérogène sur le plan comportemental, mais il y a 3 présentations différentes qui existent. Il y a les deux plus communes sont le TDAH avec une prédominance des symptômes inattentifs que je vais appeler TDAH-I aujourd'hui. Puis il y a aussi le TDAH avec les symptômes combinés que je vais appeler TDAH-C. Mais il y a aussi une présentation avec une prédominance des symptômes d'hyperactivité et d'impulsivité. En surface, tous ces troubles-là, toutes ces présentations-là, on retrouve des difficultés de l'inhibition, mais chaque présentation a un peu sa signature de déficit de l'inhibition, puis l'étiologie ne serait pas la même pour ces déficits-là d'une présentation à l'autre, donc on pense de plus en plus qu'il pourrait y avoir différentes étiologies. Maintenant qu'on sait c'est quoi la créativité, on sait c'est quoi le TDAH, allons voir ce que les chercheurs ont fait pour vérifier s'il y avait effectivement un lien entre les deux. Dans la recherche sur la créativité et le TDAH, il y a 3 types de mesures qui sont souvent utilisées. Il y a les tests de pensée divergente, les tests de pensée convergente et les questionnaires. Les tests de pensée divergente, c'est des tests où on doit produire plusieurs idées, comme par exemple compléter le plus de dessins possible à partir des figures incomplètes ici. Et les réponses sont cotées en fonction des dimensions de la pensée divergente que je vous ai parlé tantôt, mais les critères changent d'un test à l'autre, c'est très variable. Les tests de pensée convergente, eux, invitent plutôt à avoir une réflexion qui aboutit à une bonne réponse. Un exemple de question dans un test de pensée convergente pourrait être de trouver un mot qui unit 3 autres mots. Par exemple, noir, fausse et grain. Le mot qui les unit, c'est café. Puis finalement, les questionnaires, c'est des mesures souvent auto-rapportées qui s'intéressent par exemple au nombre d'accomplissements créatifs dans la vraie vie que quelqu'un pourrait avoir. Puis il évalue différents domaines créatifs comme les arts plastiques, la musique, la danse, etc. Donc, voyons voir maintenant comment les personnes qui ont un TDAH se débrouillent dans ces différents tests-là. On va commencer avec les questionnaires. Les personnes qui ont un TDAH rapportent elles-mêmes plus d'accomplissements créatifs dans la vie de tous les jours que les personnes qui n'ont pas de TDAH. Par contre, à des tests de pensée convergente, les personnes qui ont un TDAH ne se distinguent pas des personnes qui n'ont pas de TDAH ou même performent de façon inférieure. Et ça, c'est pas surprenant parce qu'on sait que les tests de pensée convergente, eux, reposent beaucoup sur des processus contrôlés, sur des bonnes fonctions exécutives. Par contre, on s'attendait à un résultat inverse pour la pensée divergente, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Puis ça, c'est intéressant. Donc, les personnes qui ont un TDAH, surtout les adultes, se démarquent parfois sur le plan de l'originalité des réponses en comparaison des groupes de personnes qui n'ont pas de TDAH, mais c'est un résultat qui est très, très inconstant dans la littérature. Il y a beaucoup de variabilité. Et pourquoi il y a autant de variabilité? Bien, on ne le sait pas trop, mais quand j'ai regardé la littérature, moi, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il y avait, on ne considérait pas l'hétérogénéité du TDAH dans les études. Donc, on met ensemble toutes les personnes qui ont un TDAH, peu importe la présentation, dans un même groupe. Puis, on sait que ces différentes présentations-là ont différents déficits de l'inhibition, ou en tout cas, ils n'ont pas la même étiologie exactement pareille. Ça peut être un problème. Il n'y a pas d'études qui ont visé à vraiment séparer les 3 présentations du TDAH et à les comparer ensemble en créativité. Mais il y a une étude de Booth en 2017 qui, elle, s'intéressait aux symptômes sous-cliniques de TDAH dans une population d'adultes qui n'avaient pas de TDAH. Et eux, ce qu'ils ont trouvé, c'est que l'hyperactivité, l'impulsivité est associée à une meilleure pensée divergente, et à une meilleure autoperception des habiletés créatives et à davantage d'accomplissements créatifs. Inversement, l'inattention était seulement faiblement associée à une meilleure pensée divergente et même négativement associée aux accomplissements créatifs. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a certains symptômes du TDAH qui semblent associés plus fortement que d'autres à certaines facettes de la créativité. Ce qui m'amène à penser que la créativité pourrait varier entre les présentations du TDAH. Et c'est spécifiquement ça que j'ai voulu vérifier avec ma première étude.
qui a été publié dans le Journal of Attention Disorder en 2022. Les objectifs de cette étude-là étaient de mesurer la créativité parmi les présentations les plus communes du TDAH, donc le TDAH-I, TDAH-C, et on avait prédit que les groupes de TDAH allaient être plus créatifs que le groupe contrôle. Et j'avais aussi prédit que le groupe TDAH-C allait être plus créatif que le groupe TDAH-I parce qu'il présente des symptômes présente davantage de symptômes qui sont associés à une bonne créativité. Et l'autre objectif était de vérifier si les différences que je pourrais trouver entre mes groupes pouvaient être associées à certains symptômes de TDAH ou bien à l'inhibition exécutive. J'avais comme hypothèse qu'une plus grande créativité serait associée à plus de symptômes de TDAH, peu importe les groupes, et aussi à moins d'inhibition exécutive. Donc, pour cette étude-là, ça c'est mes participants. Donc, j'avais 43 contrôles, 21 TDAH-I, 19 TDAH-C. Et j'ai administré à ces personnes-là des outils suivants. Pour mesurer la créativité, j'ai utilisé le TTCT figuratif, qui est un test de pensée divergente, le KDOX, qui est une mesure auto-rapportée de créativité. Pour mesurer les symptômes de TDAH, j'ai utilisé le CARS, et pour mesurer l'inhibition, j'ai utilisé le Stroop. Donc, voici les résultats. On a utilisé des ANOVA pour comparer nos groupes. Et ici, il y a les 3 mesures dans lesquelles il y a des différences significatives qui ont été trouvées entre les groupes. Et des comparaisons multiples permettent de voir que les personnes qui ont un TDAH-C se distinguent des contrôles sur le plan de la performance. Dans le domaine de la performance, c'est un test auto-rapporté. Le groupe TDAH-C se démarque aussi du groupe TDAH-I aussi sur le plan de la performance dans ce questionnaire-là. Le groupe TDAH-C se démarque aussi des contrôles dans un test de pensée divergente, ou TTCT figuratif, en termes d'originalité et d'abstraction des titres. L'abstraction des titres, dans le fond, ça réfère un peu à l'élaboration, à le fait de pousser, de développer une idée, de ne pas avoir un titre trop claqué, trop concret. Et j'ai des petites images pour illustrer un peu les différences de groupes au TTCT figuratif. Ça, c'est le genre d'image que les participants devaient compléter. Donc, il fallait qu'ils fassent un dessin à partir de cette forme incomplète-là. Il y a des dessins qui sont plus originaux que d'autres, plus rares que d'autres. Dans les dessins qui ne sont pas originaux, on a par exemple un arbre, une lettre de l'alphabet, un visage, des choses comme ça. Ça, c'est toutes des réponses qui seraient jugées pas originales. Les personnes qui étaient dans le groupe contrôle tendaient à faire plus de réponses qui étaient moins originales. Donc, c'est un exemple, quelqu'un a dessiné un arbre. Et dans le groupe TDAH-C, les gens tendaient à faire des réponses plus originales. Donc, ils ont utilisé par exemple le genre de direct pour faire une balançoire, ce qui est une réponse plutôt rare. Ensuite de ça, on a utilisé des corrélations bilatérales de Pearson pour identifier les facteurs qui pourraient contribuer à une grande créativité. Donc, on voit que l'hyperactivité était significativement et positivement associée à l'autoperception de la créativité dans le domaine de la performance. Mais c'est pas mal tout. Il y avait quelques relations aussi qui étaient modérées et positives avec les autres symptômes de l'inattention et de l'impulsivité, mais qui n'étaient pas significatives. Donc, en gros, ce que les résultats nous disent, en comparaison au groupe contrôle, une plus grande créativité était retrouvée exclusivement dans le groupe TDAH-C. Le groupe TDAH-C se démarquait également du groupe TDAH-I en termes d'autoperception de la créativité. Et finalement, l'hyperactivité était associée à une meilleure autoperception de la créativité dans le groupe TDAH-C. Donc, ces résultats confirment partiellement nos hypothèses. Je pensais quand même que le groupe TDAH-I allait se démarquer aussi des contrôles. Je pensais aussi qu'une grande créativité serait associée à une baisse de l'inhibition, une moins bonne inhibition, mais ce n'était pas le cas. Mais quand même, nos résultats sont très cohérents avec une étude antérieure, celle de Booth, que je vous ai parlé tantôt chez les personnes qui avaient des symptômes sous-cliniques de TDAH et qui rapportait que la créativité, son moteur principal finalement, c'était l'hyperactivité et pas l'inattention. Donc en conclusion, la créativité varie entre les différentes présentations du TDAH, donc c'est important de considérer les différentes présentations dans
notre méthodologie dans nos groupes cliniques, parce que si on les met tous ensemble dans un même groupe, bien, on peut insérer de la variabilité dans nos résultats, puis ça pourrait peut-être expliquer pourquoi, en pensée divergente, on retrouve autant de résultats hétérogènes dans la littérature sur le TDAH. Ça fait maintenant 30 ans qu'on étudie le lien entre la créativité et le TDAH, puis on a fait relativement peu de progrès jusqu'à maintenant. Ce qui est intéressant par contre, c'est que l'idée selon laquelle la créativité et le TDAH sont liés continue de circuler sans problème dans l'imaginaire populaire. Quand on questionne une personne sur sa créativité, elle rapporte, quand on questionne une personne qui a un TDAH, elle rapporte d'elle-même être plus créative. Ça me donne l'impression que la recherche peine à expliquer, peine à démontrer un phénomène que beaucoup de personnes estiment bien réel. Puis l'idée selon laquelle la créativité et le TDAH sont liés, c'est pas prêt de s'arrêter parce qu'elle est maintenant propulsée par la mouvance de la neurodiversité, qui est l'idée selon laquelle des troubles, c'est pas réellement des troubles, c'est différentes variétés de cerveau humain, finalement. C'est une variété normale de cerveau humain. Puis que les différences entre les cerveaux ne devraient pas être considérées comme des déficits, mais plutôt comme des forces sur lesquelles on peut s'appuyer. Puis une rapide recherche sur Google permet de voir que le mot-clé neurodiversity est de plus en plus populaire au fil des années. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est en train de s'installer. C'est comme si la perception de ce que c'est un trouble est en train de changer. Ce que je me demande, c'est, mis à part attendre que d'autres articles soient publiés au sujet de la créativité et du TDAH, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui pourrait être fait pour que cette réflexion-là puisse être encadrée puis nourrie d'opinions renseignées par des professionnels? Par exemple, est-ce que le lien entre la créativité et le TDAH pourrait être étudié ailleurs qu'en recherche, comme en clinique, par des neuropsychologues? On sait que les informations qui circulent sur Internet se retrouvent parfois comme question dans les bureaux des neuropsychologues. Est-ce que les neuropsychologues peuvent prendre position sur le lien entre la créativité et le TDAH et donner un début de réponse à leurs clients, par exemple? En ce moment, la créativité, l'évaluation de la créativité, c'est méconnu des neuropsychologues cliniciens. Pourtant, il y aurait plusieurs avantages à évaluer la créativité en clinique. Pas juste dans le TDAH, mais aussi en général, ça permet de relever des forces. Relever des forces permet de favoriser l'adhérence au traitement. Par contre, l'évaluation de la créativité, c'est incompatible avec les réalités des neuropsychologues qui doivent fonctionner avec des temps très, très réduits pour faire des évaluations. Les tests sont longs à administrer. Si on veut évaluer la créativité, on n'utiliserait pas seulement un test. On ne fait jamais ça pour évaluer des concepts aussi complexes que l'attention et la mémoire. Donc, on voudrait au moins avoir quelques mesures. Imaginons un test de pensée divergente, un test de pensée convergente combiné à un questionnaire. Et ça pourrait ajouter facilement 2-3 heures de travail à un protocole d'évaluation clinique. Donc, pour qu'on puisse mesurer la créativité en clinique, il faudrait avoir des tests qui sont beaucoup plus courts, plus faciles à coter, et même peut-être des tests qui sont automatisés, dont la cotation est automatisée. Puis, ce seraient des caractéristiques qui seraient bienvenues aussi en recherche, parce que la cotation de l'originalité en pensée divergente, plus spécifiquement, ça représente un grand défi pour les chercheurs. Il y a différentes méthodes pour le faire, et elles sont toujours coûteuses en temps. Par exemple, le calcul de la rareté statistique, donc c'est être capable de prédire, pas de prédire, mais de déterminer quelles réponses sont rares dans un échantillon. Mais c'est un calcul qui nécessite 300-400 participants pour être fiable. On peut aussi évaluer l'originalité des réponses avec des juges, mais il faut former des personnes pour faire ça. Puis, en administrant seulement quelques items de pensée divergente, on peut avoir facilement 3000 réponses à coter si on a un groupe d'environ 200 personnes. Donc, en recherche aussi, on voudrait avoir des tests qui sont plus courts à administrer puis qui ont une cotation automatisée. Le fait que l'originalité des réponses en pensée divergente est cotée en fonction de leur rareté dans un groupe, c'est coté aussi en fonction de l'opinion de juge, ça ajoute une dimension interpersonnelle à la créativité. On pourrait dire que c'est une créativité de niveau petit c. Ce que je me demande, c'est qu'est-ce qui se passerait si on évalue plutôt une
facette personnelle de la créativité? Est-ce qu'on aurait d'autres, est-ce que ça ouvrirait la porte à d'autres moyens de mesurer l'originalité? Puisque la créativité personnelle n'a jamais été mesurée explicitement, il faut un peu s'imaginer comment est-ce qu'on pourrait s'y prendre. La créativité personnelle, ça peut être très, très rudimentaire, ça peut simplement être d'apporter une transformation à son environnement immédiat, comme par exemple de déplacer des informations, d'en unir ensemble, d'en retirer, d'en ajouter. Par exemple, imaginons un enfant qui, pour la première fois, joue avec des cubes de bois placés comme ça, puis il construit ces deux tours ici. Il y a des transformations qui se sont produites. Il a repoussé un peu les limites de ce qu'il connaissait déjà en explorant avec son environnement comment les cubes pouvaient être disposés ensemble différemment. Par contre, j'argumenterais que la tour du bas est plus transformée, est plus nouvelle, est plus originale que la tour du haut parce qu'il y a des cubes qui sont dans différentes orientations, ce qui n'est pas le cas c'était pas le cas en tout cas dans les informations qui étaient disponibles dans l'environnement au départ. Donc, c'est comme si on pouvait peut-être inférer qu'il y a des transformations qui sont plus importantes que d'autres. Puis, ce que je me dis, c'est est-ce qu'on pourrait faire un test qui est basé là-dessus, qui est basé sur la taille des transformations qui peuvent être effectuées derrière chaque idée pour estimer l'originalité des réponses, leur nouveauté, plutôt que d'utiliser la rareté des réponses. Donc, ma deuxième étude porte sur le développement d'un test comme ça, c'est une étude qui vise à le prévalider. C'est une étude qui se veut exploratoire seulement pour le moment. Je voulais juste voir si c'était déjà possible de calculer la transformation puis de voir si ça pouvait valoir la peine de pousser l'idée plus ou moins dans une étude de validation plus complète. Les participants les objectifs. L'objectif était d'élaborer donc un outil de créativité personnelle. Je voulais que l'administration soit rapide, que la correction soit automatisée, et je voulais aussi baser mon test sur le modèle de la pensée divergente avec des mesures qui font écho à l'affluence avec l'originalité. Mes hypothèses étaient que, puisque mon test serait basé sur le modèle de la pensée divergente, bien, il devrait corréler avec une mesure de pensée divergente, mais aussi avec les fonctions cognitives qui supportent la pensée divergente, donc les fonctions exécutives, mais aussi l'intelligence. Je voulais voir aussi si mon test corrélait avec la créativité auto-rapportée dans la vie de tous les jours. Donc, ça c'est un. Je ne sais pas si on va pouvoir voir. Ah oui, ok. Fait que ça, c'est le test comme tel. Ça va-tu démarrer? Ok, c'est bon. Fait que le test s'appelle Créo. Et c'est un test très, très minimaliste, comme vous pouvez le voir. Puis il se veut minimaliste parce que, vu que c'est minimaliste, on peut calculer facilement la taille des transformations. Donc, il y a 4 images, 4 figures en haut. C'est les informations initiales dans l'environnement. Puis le participant doit créer, à partir de ces 4 images-là, différentes séries d'images de 4 images. La consigne, ce n'est pas de créer le plus de séries différentes possibles, c'est plutôt d'essayer de trouver les séries qui seraient les plus différentes possibles de celles du haut. C'est une consigne un peu abstraite, mais ça demande un travail de réflexion. Puis, le participant, lorsqu'il juge qu'il ne peut plus créer des séries de figures qui sont très originales, très différentes de celles du haut, ben, on lui demande de s'arrêter. Sinon, la tâche s'arrête après 3 minutes. Et Créo comptabilise 2 scores, un score de nombre de réponses, donc c'est comme le score de fluence si on veut, et aussi un score de ce que j'appelle la nouveauté personnelle, un score de transformation si on veut, qui fait écho à un score d'originalité en pensée divergente. Là, je pense qu'il faut que j'arrête la vidéo. Okay. Bon. Les participants auxquels j'ai administré Créo, c'est à peu près les mêmes que le groupe contrôle dans mon étude précédente. Ils faisaient partie d'un même grand projet. Donc, les tâches se recoupent un petit peu. J'ai utilisé encore une fois le TTCT pour mesurer la pensée divergente, le KDOX pour la créativité auto-perçue. Pour les fonctions exécutives, on a encore le Stroop, mais on a aussi les blocs de Corsi pour évaluer la mémoire de travail et un test de tablette graphique, le 5-point test. Puis on a aussi les matrices de la Weiss qui ont été utilisées pour évaluer l'intelligence non verbale. Et on a utilisé les corrélations de Pearson pour évaluer la validité convergente, divergente de Créo à ces mesures-là.
j'ai fait un tableau qui résume les résultats, les corrélations. En vert, en gras, on a les corrélations qui sont positives et significatives. Donc, le score de nouveauté personnel à Créo corrélait positivement de façon modérée et significativement avec la mesure d'originalité en pensée divergente. Donc, ça, c'était une bonne nouvelle, c'est ce qu'on voulait. Par contre, Créo ne corrélait pas de façon significative avec le domaine de la performance, mais il y avait une relation quand même modérée avec cette variable-là. Puis, Créo corrélait de façon positive, de façon modérée et significative avec les fonctions exécutives suivantes, la capacité de mémoire de travail et l'affluence graphique, le nombre de réponses uniques. Donc, c'est pas étonnant, ça voudrait dire que Créo, dans le fond, pour réussir cette tâche-là, il faut être capable de considérer plusieurs informations visuospatiales en même temps, mentalement, et être assez flexible pour produire des idées qui sont différentes les unes des autres. Par contre, Créo ne corrélait pas avec le test des matrices. Il y a une review qui est sortie récemment qui nous informe que les tests de pensée divergentes non verbales corrèlent moins bien avec les mesures d'intelligence, malheureusement. C'est peut-être pour ça qu'on ne trouve pas de relation. Puis, le nombre de réponses à Créo, donc le score de fluence, lui corrélait étonnamment avec rien, même pas avec les mesures de fluence. C'est souvent à cause des consignes de Créo qui n'encourageaient pas en fait, à produire le plus de réponses possibles. Puis la personne aussi auquel le test était administré pouvait s'arrêter quand il voulait, alors que les tests de fluence, c'est plutôt des tests où on dit go, lâche pas, produis le plus de réponses jusqu'à temps que le temps se termine. Donc, en conclusion, pour le deuxième article, il y a quelques éléments de validité pour le score de nouveauté personnelle à Créo. Donc, ça vaudrait peut-être la peine de pousser l'idée avec un test de validité plus complet. Et mesurer les transformations pourrait permettre peut-être de mesurer l'originalité en pensée divergente. Et parallèlement au développement de Créo, il y a d'autres systèmes de cotation automatisés qui ont émergé. Je pense notamment à OCS, qui est un outil qui permet de corriger les réponses à un test de pensée divergente verbale de façon automatisée. Donc, en gardant en tête qu'on veut utiliser plusieurs mesures différentes pour mesurer la créativité, on voudrait peut-être avoir des réponses, des tests qui sont verbaux, des tests qui sont figuratifs. Donc, peut-être que Créo pourrait ultimement former une batterie là, avec d'autres tests automatisés comme ça. Maintenant, les implications théoriques des articles. Pour ce qui est du premier article, c'est la première étude qui s'est penchée sur la créativité entre les différentes présentations du TDAH chez une population clinique. Et cette étude-là souligne l'importance de considérer les différentes présentations du TDAH dans l'étude de la créativité. Oups, ça c'est pas supposé être là. Ah, excusez-moi, j'ai cliqué sur un bouton que fallait pas. J'ai été à ma dernière slide directement. Pardon. Sois créatif, tu vas t'en sortir. OK. Et le deuxième article, son implication théorique, c'est en fait le premier test qui vise à mesurer explicitement une facette personnelle de la créativité. Pour ce qui est des implications cliniques, le deuxième article, Créo, c'est un test qui est court à administrer, dont la correction est automatique, donc c'est un test qui est peut-être plus compatible avec la réalité des cliniciens et des neuropsychologues, mais c'est aussi des caractéristiques qui sont bienvenues en recherche. Puis, c'est aussi la première proposition de test automatisé qui vise à mesurer des réponses non verbales en pensée divergente. Puis, si on pense à la réalité clinique des cliniciens, si on a un participant, un client plutôt, qui a des difficultés langagières, des troubles langagiers, des retards langagiers, on ne voudrait pas utiliser une tâche verbale pour mesurer la créativité. Donc, il faut des tests aussi qui mesurent des réponses non verbales. Maintenant, les limites de mes articles. Il y avait beaucoup plus de femmes que d'hommes dans tous mes échantillons. Qu'est-ce qui pourrait expliquer ça? C'est que le recrutement a été fait en partie à l'Université de Montréal dans le programme de neuropsychologie qui est, je pense bien, à prédominance féminine. Il y avait aussi des grandes étendues d'âge dans mes échantillons. Ça variait beaucoup.
Parce qu'à la base, je voulais faire ces études-là chez les adolescents, mais avec la pandémie, ça a été excessivement difficile de les recruter parce qu'on n'avait plus accès aux écoles, donc j'ai dû élargir mes critères d'inclusion. Il y a aussi une absence de groupe de participants TDAH-H dans le premier article. J'aurais voulu les recruter, mais ils ne se sont pas manifestés. On est supposé en avoir à peu près 24 c'est ça la prévalence du TDAH, mais en réalité, j'ai l'impression que c'est peut-être beaucoup moins ça au Québec. Puis, pour ce qui est de l'article 2, Théo, comme vous l'avez vu, c'est une tâche très, très minimaliste. Ça se veut minimaliste, mais les réponses sont tellement minimalistes, peut-être qu'on se demande comment est-ce qu'elles peuvent se rapporter à la créativité. Donc, il y a un problème au niveau de la validité de surface ici, mais je pourrais vous parler de pourquoi c'était nécessaire de faire ça comme ça, puis de comment est-ce qu'on pourrait le faire différemment après la présentation. Pour les pistes futures, je pense que ça pourrait valoir la peine d'effectuer une validation plus aboutie avec Créo. Ça veut dire avoir davantage de participants, faire un test-retest et faire quelques ajustements aussi au niveau des protocoles, des tests que j'utilisais dans le protocole. Par exemple, je choisirais des tests différents pour l'inhibition cognitive, pour évaluer l'intelligence non verbale. Aussi, ce serait intéressant de voir comment les personnes qui ont un TDAH se débrouillent à Créo en comparaison des personnes qui n'ont pas de TDAH. Puis, finalement, je pense qu'il faut continuer d'élargir les horizons de la créativité, un peu comme c'était le cas en 1950. On se trouve à une époque où est-ce qu'on fait face à différents défis sociétaux. Puis c'est sûrement avec des idées créatives qu'on va réussir à résoudre ces différents défis-là. Donc, il faut continuer de s'intéresser à la créativité. Et antérieurement, ce qui a permis à la créativité de prendre de l'élan, puis de progresser, ça a été de reconnaître qu'elle pouvait être retrouvée chez pas mal n'importe qui. Ce que je me demande, c'est si on est prêt à faire un autre pas vers l'avant, puis d'élargir davantage encore les horizons de la créativité, puis de reconnaître que c'est quelque chose qui peut être retrouvé dans les petites choses, dans des choses qui sont même minimalistes, puis aussi qui peut être utilisé chez plein de monde, dans des personnes qui n'ont pas des cerveaux neurotypiques. Donc, voilà.